Maintenant, et je vous demande aussi dans le deuxième set de notre table ronde d'être attentif à rester sur ce domaine-là. Ne répétons pas les choses, ne partons pas dans les considérations générales que nous avons déjà dégagées ce matin, à la fois générales et précises. Bien sûr, général n'est pas quelque chose de péjoratif dans mon esprit, mais je parle de cadrage général. Essayons d'être précis, essayons d'être techniques et de voir ce qu'il en est réellement aujourd'hui du marché des langues avec les acquis scientifiques, avec les inventions scientifiques qui viennent modifier à la fois les apprentissages, la pédagogie et également la rencontre des individus avec les langues. Songez quand même que nous vivons à un siècle où jamais nous n'avons eu autant de données disponibles sur le net pour apprendre les langues. Financement de recherche, de l'innovation de recherche, réalisation de technologies de langue, par exemple, traduction vocale qui ne marche pas très bien, traduction écrite automatique qui marche assez bien, gestion de contenu multilingue, gestion de la terminologie, par exemple. Et on a plusieurs programmes de financement et l'un parmi eux s'appelle en anglais c'est le CEF, Connecting Europe Facility, en français mécanisme d'interconnexion européen. C'est un peu, je m'excuse, c'est un peu monstre comme la plupart des noms des programmes européens. Mais qu'est-ce que ça? C'est une structure, une infrastructure qui soutient la mise en œuvre des services publics transfrontaliers européens. Par exemple, l'interconnexion des greffes ou des registres de commerce nationaux, ou des systèmes de marché public des États membres, ou bien le système unique le système d'information unique de santé. Vous avez peut-être entendu parler de l'ordonnance médicale européenne. C'est le premier composant qui est déjà en production. Il y a aussi le dossier médical européen. Et peut-être vous avez entendu parler de l'Europeana, c'est la bibliothèque numérique européenne, qui est également financée par ce même programme. Ce programme dispose également d'un outil qui s'appelle traduction automatique, tout simplement. Et le but est de permettre aux utilisateurs, aux gestionnaires de ces systèmes transfrontaliers de s'en servir chacun dans sa propre langue. On peut parler, on a cette vision que l'expérience devrait être complètement transparente pour l'utilisateur. Je vais céder la parole maintenant à M. Ackermann, qui va nous parler, je pense, de problématiques d'intelligence artificielle. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Je ne suis pas un spécialiste de l'apprentissage des langues, mais j'ai une carrière publique privée, mixte, où j'ai eu l'occasion effectivement de donner des cours d'intelligence artificielle et à l'heure actuelle, après avoir créé le hub en France qui réunit l'ensemble des organisations liées à l'intelligence artificielle, je suis actuellement sur un projet de création d'un hub en Belgique sur l'intelligence artificielle qui sera annoncé le 18 mars. Pour revenir simplement à l'historique de l'intelligence artificielle, le test de Turing que vous connaissez a été proposé en 1950 par Turing, un peu dans la prolongation, je dirais, de ses travaux sur Enigma. Et le test de Turing dit simplement que, en communiquant avec un téléscripteur, il faut être capable pour un utilisateur humain de faire la distinction entre un robot ou un programme informatique qui lui répond ou d'identifier qu'il y a effectivement un homme de l'autre côté du téléscripteur. Au départ, c'était de faire la différence entre un homme, une femme et un ordinateur, et puis il a simplifié le problème. Mais on voit dès le départ que les problèmes de diversité sont au cœur de ces problématiques du traitement du langage. Alors, on a pensé que la traduction automatique serait quelque chose de facile à réaliser. Dans les années 50, l'intelligence artificielle date de 56, donc le test de Turing est précurseur par rapport à ça.
et on s'est rendu compte que ça a mis beaucoup d'années pour y arriver. Et à l'heure actuelle, on arrive à des niveaux de performance sur la traduction automatique de texte qui sont du niveau des meilleurs traducteurs pour des textes, je dirais, qui sont bien cadrés, qui correspondent à des cadres spécifiques. Et donc, le cadre, par exemple, de la Commission européenne est un cadre dans lequel les technologies à l'heure actuelle permettent de fournir des traductions pour les textes qui sont de très bonne qualité. Il n'empêche que les technologies, je dirais, liées au langage couvrent un vaste domaine, donc de la synthèse vocale, pour lesquelles on est extrêmement performant, la reconnaissance vocale, pour lesquelles les progrès ont été aussi très importants, à la synthèse de texte, sur lesquelles on a des performances qui sont tout à fait importantes, notamment dans le domaine scientifique, où on est capable d'extraire des parties valides, je dirais, de documents. Mais le test de Turing n'est pas passé à l'heure actuelle. Le test de Turing n'est pas passé parce que sur les chatbots, par exemple, qui font un énorme buzz à l'heure actuelle et qu'on utilise dans des contextes très particuliers, on se rend compte de la difficulté qu'il y a sur les aspects de génération du langage et sur l'intentionnalité. Donc effectivement, sur la traduction d'un texte fixe, c'est facile, mais sur la création d'une relation avec l'interlocuteur, on est loin du compte et on n'est pas du tout à une intelligence artificielle générale. Donc il ne faut pas complètement fantasmer sur la possibilité effectivement d'avoir une interaction avec un programme informatique qui permette, je dirais, de construire une relation comme on le ferait avec un être humain. Au-delà de ça, il y a quelques domaines de l'intelligence artificielle qui s'intéressent à des choses connexes à la langue, notamment la capacité d'identifier dans le discours la tonalité, les émotions, qui sont extrêmement importantes pour la communication. Et on voit qu'il y a des programmes informatiques, donc ça vient de publier dans PNAS notamment. On est capable d'identifier le niveau émotionnel de l'interlocuteur de manière plus précise que ce que ne ferait un interlocuteur humain. Donc dans tous les aspects de communication, on peut composer avec différents types de technologies pour arriver à améliorer et enrichir la capacité de communication entre êtres humains et entre une machine et l'être humain également. Pour faire court, le test de Turing a généré aussi, sur le plan philosophique et sur le plan de la littérature scientifique, beaucoup d'articles. Un des articles que vous connaissez sans doute, c'est celui de John Searle sur la chambre chinoise, qui explique que si on passe en chinois un certain nombre de messages dans une chambre où il y a une personne qui dispose d'un ensemble de règles pour pouvoir répondre, cette personne ne comprend pas en réalité le chinois. Et donc cette expérience de pensée qu'il propose au début des années 80, fin des années 70, 70, est génératrice en intelligence artificielle du fait que pour qu'on ait une vraie compréhension de la sémantique, de l'interaction avec le monde, il faut que les robots interagissent concrètement avec le monde et puissent évoluer en fonction de cela. Ça a donné, par exemple, au MIT, une vraie scission dans le laboratoire d'intelligence artificielle entre les partisans de l'intelligence artificielle symbolique, comme Marvin Minsky, et les partisans de l'intelligence artificielle plus émergente, comme Rodney Brooks, qui a développé toute la dimension robotique en intelligence artificielle. Un autre aspect du test de Turing, qui reprend l'expérience de pensée de Searle, est proposé par Robert French, où il dit, en réalité, on ne va jamais passer le test de Turing parce que on peut connaître tout un langage, on peut connaître ses usages à un moment donné, la langue évolue, et il donne un exemple très concret de mots qui n'existent pas, par exemple. Splatch, c'est un mot qu'on utilise couramment, c'est une onomatopée qu'on utilise couramment pour décrire le fait qu'on marche dans une flaque d'eau. On peut imaginer plein d'onomatopées et essayer d'évaluer si elle correspond ou non à ce qu'elle représente. Et cette adéquation fitness cognitive est extrêmement difficile à modéliser, ce qui fait qu'en réalité, et je ne vous apprends rien, effectivement, la communication à travers la langue dépend d'une dimension culturelle,
beaucoup plus importante que la syntaxe, les mots qu'on utilise. Et en fait, c'est le contexte dans lequel ces mots sont utilisés. Et donc, pour faire quelques propositions un peu out of the box ici, l'enjeu économique qu'il y a derrière ces technologies, et où à la fois la Chine et les États-Unis investissent massivement sur ce type de technologie. Et on a une richesse effectivement en Europe qui est la diversité des langues et la diversité des cultures, et donc des représentations qu'on peut avoir sur le monde. Or, dans un monde qui évolue de plus en plus vite, cette capacité à être confronté à la diversité est en fait un réel enrichissement pour s'adapter, et donc c'est quelque chose sur lequel on devrait miser. Une autre proposition qui n'est pas directement liée, mais qui est en fait connexe aussi, serait de faciliter la mobilité intra-européenne, et ça adresserait un certain nombre de problématiques, notamment des problématiques environnementales, pour finalement permettre des immersions qui soient beaucoup plus grandes, une interculturalité et une immersion beaucoup plus grande pour l'apprentissage des langues. Et donc une proposition que j'ai faite dans un colloque précédent face au Parlement européen était d'avoir des voyages en train qui soient à 1 euro du 100 km partout en Europe. Ça n'a pas l'air directement lié, en réalité je pensais que c'était assez opportun dans ce cadre aussi. Ça faciliterait la rencontre entre les personnes et ça réduirait les problèmes d'émissions de CO2 aussi. Merci pour cette première attaque de la thématique. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler aussi de cet apprentissage profond, je dis en français, le deep learning, hein, des machines à traduire, parce qu'il y a des questions aussi fondamentales. Je voudrais juste, avant de passer la parole à Benjamin Ray, citer un article du Monde, on en avait parlé déjà entre nous, où la LICRA a attaqué, vous savez, ce célèbre site Reverso, vous l'utilisez, je pense, hein, pour trouver des équivalences, où on trouve actuellement une quantité de phrases antisémites incroyables, hein, d'une violence absolue, qui n'a rien à voir, bien sûr, avec le site Reverso, mais qui a à voir avec le traitement qui est fait des big data, en fait, et donc la question des corpus. Comment fonctionne cette intelligence artificielle? Quels sont les corpus que ces machines absorbent? Alors le corpus de l'Union européenne est un des corpus privilégiés, évidemment, pour le deep learning des machines et le traitement des big data, mais ça pose une question fondamentale. Reverso absorbe, par exemple, la quasi-totalité des sous-titres de films sur Internet qui sont faits par la communauté des geeks, vous savez, sans vérification des sous-titrages, etc., etc. Donc ça donne lieu parfois à des choses assez baroques dans les équivalences. Donc ça, c'est peut-être une question dont on aura l'occasion de reparler avec le dialogue de la salle, qui est très technique également, et qui concerne l'usage de ces big data. Mais je vais passer la parole maintenant à Benjamin. Merci. D'abord, une réaction sur le test de Turing. Récemment, je discutais avec un petit cousin qui a 15 ans. Je me suis dit qu'on allait peut-être finalement passer le test de Turing, non pas parce que les robots parlent mieux, mais parce que les jeunes parlent de moins en moins bien. J'ai fait rire l'audience, je peux m'arrêter. Non, mais c'est une manière d'introduire la thématique de l'apprentissage. Moi, j'apporte mon témoignage de créateur d'une solution numérique pour l'apprentissage du français. Le concept est de proposer, d'apprendre, d'améliorer son français à partir de vidéos interactives, d'actualité, de divertissement et autres. Donc on rejoint ce que vous disiez sur le fait que on a des contenus, on baigne déjà dans un environnement avec une pléthore de ressources pour apprendre et s'immerger dans les langues. Et donc on part de ce même constat pour proposer une solution que je présenterai d'ailleurs plus longuement à la pause. Et j'aimerais dire un mot sur ce qui nous anime, mon équipe et moi. Ce qui nous anime, c'est vraiment de se réveiller le matin et de voir que en Australie, pendant la nuit, grâce au décalage horaire, on a des classes d'élèves qui vont au collège, qui ont appris le français grâce à notre solution, en découvrant des contenus, en découvrant de la musique française,
en découvrant l'actualité sur les gilets jaunes, en découvrant la dernière chanson française qui sera proposée à l'Eurovision. Je vais donner l'exemple de la Coupe du Monde, mais je vous garderai territoire belge. Mais bref, voilà, découvrir ce qui fait l'actualité, la culture française et francophone, en réalité, au sens large. Et puis voilà, au fil de la journée, de voir la même chose au monde de l'Angleterre, de l'Irlande, des États-Unis. Et donc, nous, on est très heureux de pouvoir contribuer à faire découvrir la culture francophone. Et je dis cela simplement pour rejoindre ce que disait Nathanaël Ackerman sur le fait que la clé, c'est vraiment la dimension culturelle. On apprend une langue, ce qui nous fait apprendre une langue, ce qui nous attire la langue, c'est l'attractivité culturelle. Et c'est vraiment aujourd'hui, je crois, le terrain de jeu sur lequel doit se jouer la lutte pour le multilinguisme et pour la francophonie également. Donc l'intelligence artificielle, c'est un outil, mais la culture, c'est vraiment une clé. L'intelligence artificielle, c'est un outil parce que elle nous fournit un ensemble de briques technologiques que l'on peut utiliser pour créer des solutions. Vous l'avez mentionné, on a tout ce qui relève du traitement automatisé du langage, la reconnaissance vocale, la traduction évidemment, la synthèse vocale, l'analyse syntaxique, toutes ces technologies que l'on va pouvoir utiliser non seulement pour donner accès, faciliter l'accès à des contenus en langue étrangère, mais aussi pour enrichir ces contenus, créer de l'interactivité, créer de nouvelles expériences d'immersion. Et donc je pense que tout ça, c'est tout un domaine de l'intelligence artificielle qui apporte vraiment une valeur ajoutée considérable, et tout reste à inventer. L'autre domaine, c'est vraiment le domaine plus directement pédagogique, celui de l'innovation pédagogique, où l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, d'une manière plus générale, ces dernières années, ont apporté de nouvelles idées, de nouvelles solutions, notamment autour des notions d'apprentissage personnalisé, d'adaptive learning en anglais, de ludification, gamification en anglais. Souvent les termes sont plus connus en anglais, mais du monde de l'innovation technologique et des startups, des jeunes pousses. Et donc de ce côté-là aussi, on a beaucoup de choses à faire, notamment en lien avec les résultats de la recherche en sciences cognitives, qui nous apportent beaucoup de choses sur les notions d'attention, de concentration, de mémoire, et donc en croisant technologie et ses apports des sciences cognitives, on a des choses intéressantes. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut dépasser un certain discours marketing sur l'intelligence artificielle, parce que il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on ait une nouvelle solution numérique qui nous permette d'apprendre l'anglais ou les langues en 5 semaines, sans effort, de manière totalement passive et miraculeuse. Et je pense que, il y a des enseignants aussi, je pense qu'ils sont à un petit peu de marge d'entendre et d'être démarchés aussi par des nouvelles solutions miracles. Donc je crois, et ce sera le sens de mes propositions, je crois qu'il faut réfléchir à ça, à cette démarche d'ingénierie pédagogique, ensemble, c'est-à-dire se réunir à la fois entre créer des liens entre le monde de la recherche en intelligence artificielle, de la recherche en sciences cognitives, le monde de l'enseignement, de l'éducation, le monde de l'innovation, des entreprises, mais aussi le monde de la culture, des producteurs de contenu, pour réfléchir ensemble d'une manière plus globale à quel dispositif d'apprentissage on met en place, à quoi ressemble le parcours d'apprentissage dans la classe et en dehors de la classe, et tout au long de la vie. Et puis, donc réfléchir à ça de manière globale. Bon, je pense que je m'arrêterai là parce que j'ai beaucoup de choses qui viennent en tête, mais on pourra échanger de la discussion.